Love hurts, love scars. Yippee-ki-yay, motherfucker. Eh ben non seulement t'es vulgaire, mais t'es ordinaire en plus. Dick Laurent is dead. Bonjour, bonsoir à tous et à tous, chères auditrices et chers auditeurs, et bienvenue dans ce nouvel épisode de Transmission, un épisode qui est en retard par rapport à la rentrée. Excusez-nous, auditrices, auditeurs, mais nous sommes fort pris dans nos vies personnelles et professionnelles qui sont haletantes, au moins aussi haletantes que l'un des films dont on va parler ce soir, qui est nul autre que La nuit se traîne, le film de Michiel Blanchard. C'est deux autres films qui compléteront le programme, donc Rebel Ridge, le film de Jérémy Saulnier qui est visible sur Netflix, et on parlera en fin d'émission de Strange Darling, le thriller de J.T. Molnar, américain, que nous avons eu la chance de découvrir en Belgique avant la France. Et quand je dis nous, je parle de qui? Mais qui est là ce soir? Il y a Manuel. Salut Olivier. Salut Manu. Et il y a un revenant, Julien Rombaud. Salut les gars, content d'être là en effet. Et Monsieur Alf Lantz est resté à Liège parce que lui, il a tellement de travail qu'il travaille même la nuit et qu'il n'a plus vu de film depuis le mois de juin. Donc voilà, il n'a pas pu voir les films du programme et tant pis pour lui. Alors, comme je l'ai dit, on commence tout de suite avec La nuit se traîne de Michiel Blanchard. Adi, où est l'argent? Je sais pas. Cette femme, Claire, elle m'appelle, elle demande de lui ouvrir. Je lui ouvre. Ta complice? Non, pas du tout, je l'avais jamais vue, je vous jure. Toi, c'est comment? Madi. Madi. Si à la fin de cette nuit, t'as pas retrouvé cette fille et ce qu'elle m'a pris, tu finiras soit mort, soit en prison. Donc, tu vas m'aider, Madi? Ouais. Je suis juste un putain de serrurier. Michiel Blanchard est un réalisateur belge, il est né à Louvain en 1993. Il s'est fait remarquer en 2020 avec son court-métrage T'es morte Hélène, dont une adaptation en format long serait en préparation aux États-Unis avec comme producteur nul autre que Sam Raimi. Et oui, Michiel Blanchard a été repéré très rapidement, mais il a quand même tourné son premier long métrage ici en Belgique, La nuit se traîne, donc son premier long, coproduction belgo-française. Pour l'écriture, le réalisateur a reçu le soutien de Gilles Marchand, un fidèle collaborateur de Dominique Moll. Le film raconte l'histoire de Madi, un jeune serrurier noir à Bruxelles. Une nuit de manifestation pour les droits des personnes noires et contre les violences policières. Madi est de garde de nuit et il reçoit l'appel de Claire, une jeune fille qui lui demande d'ouvrir, a priori, son appartement. Mais alors que celle-ci disparaît, Madi se retrouve très vite aux mains de truands qui l'accusent d'avoir aidé la jeune fille à s'emparer d'une très grosse somme d'argent. Entièrement tournée à Bruxelles, la photographie est de Sylvestre Van Norenberg, le montage de Mathieu Jamet. Madi est interprété par Jonathan Feltre, Claire par Natacha Krief, et on retrouve aussi au casting Jonas Bloquet, qu'on avait vu dans Elle de Verhoeven, n'est-ce pas, et Romain Duris, qu'on a vu dans Un film français sur deux depuis 20 ans. Le film est sorti le 28 août en France, où il est passé quand même assez bien sous le radar, et le 4 septembre en Belgique, où par contre il fonctionne très bien. C'est Julien qui commence sur le film de Michiel Blanchard. Julien, qu'as-tu pensé de La nuit se traîne? C'est un gros coup de cœur pour moi. Je trouve que, bon évidemment, quand tu me mets du Petula Clark, ça débute bien, mais blague à part, c'est un super film après une belle introduction pour nous montrer ce personnage justement assez honnête. C'est les seules 5 minutes du film qui vont être calmes. Après ça, on plonge dans les ténèbres de Bruxelles et le réal va plus nous lâcher pendant 1h25. C'est un thriller qui est complètement matiné d'angoisse politique. La politique, tu l'as dit, est toujours en toile de fond avec les télés qui la représentent, et pour finir dans une scène de manifestation en face du fameux palais de justice de Bruxelles qui est assez incroyable à voir aussi. C'est une mise en scène super forte, organique, qui claque, et il y a une façon de nous immerger par plans séquences hyper nerveux, par un découpage et un séquençage, notamment dans les scènes de bordel que j'ai trouvé assez fabuleux. Les scènes de bordel, tu veux dire les scènes de désordre ou les scènes qui se passent dans une maison close ?
Les scènes qui se passent dans une maison close. Donc d'abord, dans un premier temps, il cherche après quelqu'un en particulier. Et ensuite, il y a une course-poursuite qui démarre, qui est absolument, là, je répète, fabuleuse, qui se finit en tombant dans un garage, et qui se poursuit ensuite sur un vélo dans le métro, etc. Enfin, il y a vraiment des images qui restent dans une mise en scène très nerveuse. J'ai adoré en fait être secoué et être complètement attrapé par le film. Ça s'arrête jamais en fait, vraiment je l'ai dit, pendant 1h25 ça ne s'arrête pas, et je trouve que le dernier quart d'heure fait passer le film dans une autre dimension, parce qu'on était dans un thriller nerveux et on passe dans une tragédie bruxelloise avec un Roméo et Juliette un petit peu made in Bruxelles. Ça m'a beaucoup plu, j'ai d'autres choses à dire mais je vais vous céder la parole. Manu ? C'est effectivement un film très réjouissant, avec l'idée de revisiter un décorum aussi familier que celui de Bruxelles, qu'on connaît si bien, et de l'inscrire dans un cadre qui est purement cinématographique, avec en plus une mise en scène extrêmement organique. Je pense notamment à l'usage des drones qui est fait dans le film, pour vraiment te placer au cœur de l'action, où le drone n'est pas juste comme trop souvent en fait aujourd'hui un supplétif d'un plan à la grue, avec cet éternel top shot aérien qu'on retrouve aujourd'hui un peu dans tous les films et toutes les séries télé, parce que c'est juste devenu extrêmement facile à faire. Là, au contraire, si tu penses par exemple à la scène de la course-poursuite en vélo, qui est une scène qui débute dans la rue pour finir dans le métro, il utilise vraiment le drone pour te placer au plus près de l'action, avec un côté très brut de décoffrage. Tu sens vraiment les vibrations du drone, un peu comme si tu avais un opérateur caméra un peu kamikaze qui était en train de suivre l'action. Et après, dans les autres grosses qualités du film, à mon sens, c'est qu'il y a une vraie gradation dans l'action, avec une vraie belle montée en tension qui débute par une scène d'action en mano à mano en intérieur, pour se terminer avec une course-poursuite à plus grande échelle qui est beaucoup plus opératique, avec en plus des références cinématographiques assez bien digérées, ce qui est loin d'être évident, parce que c'est souvent un peu l'écueil de certains premiers films de cinéphiles où on voit souvent un peu trop les références. Là, tu les vois, elles sont bien présentes, mais elles n'empiètent jamais sur ce que le film a proposé. La fin, par exemple, dans La Gare du Nord, c'est clairement une relecture de l'Impasse de De Palma, c'est vraiment ça. On y pense quand même souvent à l'Impasse de De Palma. Oui, mais ça ne vient pas parasiter en fait le drame et l'action qui est à l'écran. Ça m'a gêné à aucun moment, en effet. C'est en ça que tu vois les références, mais elles ne parasitent pas la vision du film. Peut-être le petit reproche que j'ai, c'est qu'à un moment, je pense qu'il y a un petit ventre mou au moment de la scène la scène de la boîte de nuit du Boucan, où tout d'un coup, il doit un petit peu ralentir le régime de sa narration parce qu'il a des infos à faire passer. Et à ce moment-là, tu te rends compte qu'il y a quelques cartes qui n'ont pas été distribuées. Il joue comme une forme de révélation, le lien qui unit cette Claire et le personnage qui le poursuit lui. On pense que ces deux personnages sont amoureux, en fait, ils sont frères et sœurs. Et en fait, ça n'impacte rien chez le personnage parce que la semi-romance n'a pas vraiment été réellement amorcée entre Claire et lui. Il y a des petites pistes qui sont données sur le fait que le personnage, visiblement, a aussi une relation amoureuse un peu foireuse, mais c'est pas assez bien étayé pour qu'à ce moment-là du récit, ça soit payant. La narration n'a pas été assez nourrie sur cet axe-là du récit, mais ça reste extrêmement mineur par rapport à tout ce que le film a proposé. Je pense aussi une petite réserve sur l'actrice en elle-même. Je trouve que, contrairement à la plupart des acteurs qui sont vraiment, je trouve, super, c'est pas forcément elle. Je pense qu'elle n'est pas très bien castée, en fait, à mon sens, dans ce rôle-là. Mais sur la relation qui se développe entre eux, moi, je trouve plutôt que c'est bien amené, parce que effectivement, on n'entre pas les pieds dans le plat, mais c'est ce qui permet au final d'arriver à cette fin, où je disais que ça passe dans la tragédie. Oui, mais la scène, elle est filmée d'une manière que le fait, au moment où tu apprends que c'est son frère, c'est censé être un coup de poing que te met le film à ce moment-là, en tout cas pour le personnage. Et là, tu te dis, oui, mais en fait, ça change quoi en fait, dans le récit ? Pas grand-chose. Et donc, c'est parce que tout simplement, ça n'a pas été travaillé dramatiquement pour que ça impacte le personnage. Je pense que c'est plus ça. Tu sens qu'à ce moment-là, il y a à la fois un trop-plein narratif qu'il a joué dans cette scène-là, et il n'arrive pas vraiment à le dramatiser à ce moment-là, je pense. Mais enfin, tu pinailles un peu, hein, Olivier. Oui, je pinaille, j'assume, mais bon, j'ai vu le film 2 fois, et c'est les 2 fois où je trouve que le film a une tendance à ralentir, même à devenir un peu lourd dans certains ressorts dramatiques, notamment tout un dialogue qu'a le personnage de ce gars qui le poursuit toute cette nuit sur le fait de jamais arriver à se relever, qui est plutôt beau dans la première séquence qu'ils ont de confrontation dans la voiture, quand il va l'amener à essayer de retrouver cette fille-là, et quand il en refait un laïus dans la scène du Boucan, tout d'un coup je trouve ça un peu lourd, alors qu'elle était plutôt poétique dans la première scène. Ce dialogue-là devient tout d'un coup un peu surligné à ce moment-là. Mais bon, c'est aussi peut-être les écueils d'un premier film qui a beaucoup de qualité.
Ben, les gars, globalement, je vous rejoins. En tout cas, voilà, moi je trouve que c'est vraiment, vraiment un film super réjouissant. Ça fait vraiment plaisir de voir, voilà, d'être embarqué pendant 1h30. Je trouve que le personnage principal de Maddie est très bien caractérisé dès le départ. Tu dis que ça met 5 minutes à démarrer. Moi, je trouve pas. Le premier plan, c'est un chien en gros plan qui aboie. Oui, oui. Et lui qui ouvre et il a peur. Et en fait, cet arrière-fond de violence policière, cet arrière-fond de lutte pour les droits, il est toujours là. Et en fait, il sert véritablement le récit. Mais il est jamais à l'avant-plan. Voilà, il est jamais à l'avant-plan, mais il est toujours présent. Non seulement c'est un film d'action et de poursuite qui est globalement très bien troussé et très réjouissant, et comme l'a dit Manu, en gradation, qui t'en met vraiment plein les mirettes et qui t'accroche parce que le personnage a été caractérisé et qu'il est très bien interprété pour le coup, je trouve. L'acteur est super. Mais en plus, ouais, l'acteur est très bien. Enfin voilà, tout le fond politique sert vraiment le récit à plusieurs degrés en fait, et c'est pas juste une espèce de toile de fond ou un décorum, ça va vraiment servir le récit et ça va servir le fait que tu achètes cette intrigue là. Donc voilà, moi je trouve que ça c'est vraiment une franche réussite. C'est parce que c'est vraiment organique avec le récit, c'est pas posé à l'avant-plan pour tenir un discours ou quoi que ce soit, c'est vraiment organique avec toute la trame du récit, et c'est ça qui est intéressant, c'est que il n'est pas à la fois dans ce grand écart que peuvent avoir certains films de genre francophones, qui sont d'un côté les films de fanboys qui ont du mal à digérer leurs influences, et des films qui prennent un peu de haut le genre pour imposer un sorte de discours un peu au-dessus. Moi, je trouve que c'est assez beau finalement. J'ai pas ressenti de la lourdeur par rapport à cette thématique de voilà, il faut que tu te prennes des coups pour finalement remonter. Moi, j'ai trouvé que c'était aussi un truc qui était simple, mais qui était quand même voilà, développé dans le récit et qui servait jusqu'à la fin du film. Mais donc voilà, moi ça m'a plu parce que justement je trouve que c'est quelque chose qui est travaillé en fait dans le film. C'est quelque chose qui est incarné vraiment dans le film, peut-être certains moments avec un peu de lourdeur, mais au moins Mickey Blanchard il saisit ça à bras le corps et il le poursuit au niveau de son idée, quoi. Moi l'écueil que j'aurais, je suis assez d'accord sur le cas de la jeune fille. En fait pour moi le problème c'est plutôt que en fait pour que à la fin, dans le dernier acte du film, avant la grosse poursuite finale en bagnole, à ce moment de pause, on sait en tant que spectateur qu'il va reprendre la voiture et qu'il va faire la poursuite. Et c'est excitant à voir visuellement. C'est un très beau moment suspendu, ouais. Mais pour moi, j'ai pas le surplus d'émotion, tu vois, parce qu'en fait, la romance qui se noue entre les deux personnages, eh ben ça, je trouve que pour le coup, malheureusement, il a raté quelque chose autour de ça, ce qui fait qu'on ne l'achète pas complètement et ça nuit au surcroît d'émotion que tu aurais pu avoir justement dans le dernier élan du film. Et ça, c'est un petit peu dommage. Après, c'est peut-être parce qu'il est trop référencé au film de De Palma et qu'il a choisi aussi un mid-cast avec Penelope Ann Miller comme chez De Palma. Blague à part, je trouve qu'elle est pas raccord. Autant tous les personnages, je trouve, sont super bien castés. Du jeune Maddie qui est exceptionnel. Pourtant, je l'avais découvert dans un film français, Les Lascars. Il m'avait pas forcément marqué. Là, je le trouve dès le début, la manière de le caractériser, il est super, quoi. Duris est vachement bien, et pourtant le registre de Duris menaçant peut être borderline pour qui a vu Fleuve Noir. Mais là, je le trouve vraiment bien. Il y a des petites touches, notamment de caractérisation du personnage, sur sa vie privée, qui sont toutes simples, mais qui apportent des petites nuances au personnage, qui sont vraiment de la bonne caractérisation de personnage. Ouais, je suis d'accord avec ça. Moi, je sais pas si c'est une question du cast féminin, parce que tu l'achètes en fait comme jeune bruxelloise random. Ouais, tout à fait. Mais c'est plutôt peut-être dans ce qui se joue entre les deux, quoi. Je trouve que la première scène autour de la serrure est plutôt pas mal. Mais ouais, c'est la scène qui est au boucan, en effet, dans le sous-sol, où il y a beaucoup d'enjeux à faire passer, beaucoup de trucs, et toute cette tension amoureuse qui doit qui doit se développer entre les deux. Et c'est là où il y a trop de choses à gérer dans une seule scène, et je pense qu'il rate des choses. Moi, ça m'a fait penser dans cette folle nuit un peu à une espèce d'after hours complètement survitaminé. Le film de Scorsese est déjà survitaminé, mais un after hours des ténèbres, quoi. Ouais, mais After Hours fonctionne sur un registre satirique qui est très différent. Là, on est en pure logique de thriller. Et puis moi, j'adore les scènes de course-poursuite à pied au cinéma. Donc, et le film est assez généreux vis-à-vis de ça. Je trouve que c'est très cinématographique. Ouais, puis on faisait des vannes, peut-être en off, je ne sais plus, sur Petula Clark. Je trouve que l'utilisation de la chanson qui arrive par fragments avant justement cet instant suspendu dont parlait Oli, est-ce que j'y vais pas, je trouve ça très malin, parce que
en me donnant le titre de la chanson au film, tu peux t'attendre à une espèce de recours à la variété pour émouvoir. Et en fait, je trouve que c'est beaucoup mieux amené que ça et que c'est beaucoup plus subtil que ce que j'ai pu voir dans d'autres films. Par exemple, Joachim Lafosse, pour ne pas le citer. Ouais, non, je trouve qu'en effet que la chanson est très très bien utilisée. Et un truc que je veux dire, c'est que autant parfois je trouve qu'il est écrit avec une certaine lourdeur, la manière dont Maddy va surprendre la conversation téléphonique de Jonas Bloqué, enfin tu ne l'achètes pas du tout, quoi. Mais autant dans l'action, le film est parfois très bien vu, quoi. Justement, dans cette scène-là, le fait qu'il soit serrurier, tu sais forcément que le fait qu'il soit serrurier, ça va resservir à un autre moment. Quand il essaye de sortir de la salle de bain ou que sais-je, t'es sur lui qui essaie d'ouvrir la serrure, et puis à un moment tu pars sur Jonas Bloqué, puis tu reviens dans la salle de bain. Voilà, tous les cinéphiles pensent à Piège de cristal, bien sûr. Enfin, les cinéphiles de notre trempe. De votre âge. Piège de cristal avec un God Miché, quoi. Pensent à Piège de cristal. Mais je trouve que la résolution, tant dans la rythmique que dans la résolution de ce qui se passe, j'ai trouvé ça super bien vu, quoi, super bien écrit. Donc il y a des petites choses dans l'action qui sont bien vues, autant il y a des rouages scénaristiques qui passent un peu au forceps, mais de toute façon tu passes parce que l'énergie du film est tellement communicative et réussie à tellement d'égards que tu t'en fous un peu, quoi. Oui, donc voilà, résultat, si vous ne l'avez pas encore vu en salle, si c'est encore près de chez vous, allez le voir parce que on a peut-être passé un peu trop de temps sur des petits écueils du film. On a passé peut-être un peu trop de temps à pinailler, mais c'est vraiment une super expérience de cinéma. C'est vraiment un film à voir en salle. Eh bien, messieurs, sur ces belles paroles, on va passer à Rebel Ridge, le film de Jérémy Saulnier. I need to report a crime. And this was cash? Yes, ma'am. Okay. Can you describe the suspect? Big guy, must weigh 250. We're gonna hold on to this money. I didn't get his badge number, but his last name's Marston. You're gonna need to leave. Main suspect number 2. Hey, Mike! I'm posting bail. Stay low, all right? You can fight for the money, but that'll take you most of a year and cost you twice what you're owed. And it's legal? It's the law. May I at least see my cousin? You can fuck right I off. would love to, sir, just as soon as I get my money back. You do not stand in my station in front of my officers and set terms. You need to be very, very careful. Let's not do that. Malgré son nom, Jérémy Saulnier est américain. Il est aussi réalisateur, scénariste et parfois directeur de la photographie. Il a été repéré en 2013 avec Blue Rain, un film qui était cofinancé avec Kickstarter. Puis ensuite Green Room, qui était bien réjouissant en 2015. Il a aussi réalisé Aucun homme ni Dieu en 2018, que je n'ai pas vu et qui est sorti directement sur Netflix, comme c'est le cas aujourd'hui de ce Rebel Ridge, qui nous intéresse donc pour ce nouvel épisode de Transmission. Écrit par Jérémy Saulnier lui-même, le film raconte l'histoire de Terry Richmonds, un ancien Marine qui se rend à Shelby Springs, une petite ville de Louisiane, pour y payer la caution de son cousin. Sur la route, il est arrêté par des policiers qui lui confisquent l'argent de la caution. Terry se retrouve alors victime de la corruption de la police locale, un imbroglio au cours duquel il sera aidé par Summer McBride, une jeune employée du tribunal local. Après que John Boyega, initialement prévu, ait quitté le projet, c'est le Britannique Aaron Pierre, que certains ont vu dans Old de Shyamalan en 2021, qui a repris le rôle de Terry. Summer est interprétée par Anna Sophia Robb. Quant au rôle du bad guy de service, soit le chef de la police locale Sandy Byrne, il revient à Don Johnson, éternel Sonic Rocket de la série Miami Vice. Le film est sorti le 6 septembre sur Netflix et la photographie n'est pas de Jérémy Saulnier mais de David Gallego, remarqué pour son travail avec Ciro Guerra, le réalisateur des Oiseaux de passage dont nous avons parlé en 2018. C'était il y a longtemps et j'en ai aucun souvenir. C'est Manu qui commence sur ce film. C'est peut-être le film que je préfère de Saulnier, même si j'ai pas vu son tout premier Murder Party. Ça fait en tout cas vraiment plaisir de le retrouver dans cette forme-là après la grosse déconvenue qui avait été son précédent film Aucun homme ni Dieu, son film de chasse au loup dans les plaines de l'Alaska qui était déjà diffusé sur Netflix. T'as parlé du départ précipité de Boyega en plein tournage, mais je trouve justement qu'Aaron Pierre est un choix de casting assez intéressant, notamment dans la manière dont Saulnier utilise son physique un peu atypique, ses yeux très perçants. Il porte vraiment clairement le film sur ses épaules et toute la dynamique des échanges entre lui et Don Johnson est assez savoureuse, d'autant plus que
Saulnier filme ses échanges un peu comme des duels de western avec un découpage qui est vraiment dégraissé jusqu'à l'os, qui met parfaitement en valeur le jeu des comédiens et tous les moments de bascule dans leurs échanges. Par exemple, la grande scène de confrontation entre les deux personnages, en dehors du commissariat, je crois que ça se limite à 3 axes caméra avec juste un tout petit resserrement du cadre quand le personnage d'Aaron Peer s'avance vers Don Johnson et qui marque vraiment le point de bascule au sein de la scène. Et au-delà des qualités de mise en scène, une des autres qualités du film, je trouve que pour le coup, comme dans La Nuit se traîne, c'est un film qui gère très bien sa montée en tension. C'est un film qui recule constamment le moment de l'action, un peu comme son personnage principal, en fait, qui, contrairement à d'autres films de Saulnier, est un personnage qui sait gérer l'action là où, dans la plupart des films de Saulnier, c'était des personnages qui étaient un peu parachutés dans un monde qui n'était pas le leur et qui n'était clairement pas en maîtrise de l'action. Là, c'est vraiment le contraire. C'est un personnage qui est rompu à l'action et qui fait tout pour retarder justement le passage à l'acte. Et la promesse d'action que le film ne cesse de différer, lorsqu'elle éclate, elle est quand même vraiment réjouissante parce que Saulnier n'est pas un manchot quand il s'agit de filmer l'action. Cette logique de retarder l'action, elle pourrait aller d'une certaine manière droit dans le mur ou être sacrément déceptive si l'exécution n'était pas à la hauteur. Mais en l'état, la mise en scène de Saulnier fourmille de petites idées scénographiques qui sont assez réjouissantes, l'idée des grenades fumigènes dans la dernière scène du film, qui donne presque une forme d'abstraction à la scène avec ce personnage qui avance de manière ultra méthodique alors qu'on ne distingue rien à plus d'un mètre. Tu es vraiment dans cette logique du personnage qui va toujours essayer de retarder le moment du passage à l'acte, et tout le plaisir que tu as à voir le film repose en fait sur ça. C'est vraiment cette logique de grenade qui va pas tarder à être dégoupillée, et le film fonctionne vraiment très bien comme ça. Après, c'est un film, comme je pense beaucoup d'autres films de Saulnier, qui pêche par l'écriture de ces personnages féminins. Le film est plus ou moins en fait une relecture de Green Room. Tu pourrais mettre en parallèle le personnage de Patrick Stewart et celui de Don Johnson, qui gère là son commissariat corrompu avec sa salle de recel d'armes, là où dans Green Room c'était ce camp néo-nazi géré par Patrick Stewart avec cette planque de méthadone dans le sous-sol. Le même type de personnage féminin qui appartient à cette communauté et qui va la trahir pour rejoindre le personnage principal. Mais je trouve que ce personnage féminin, c'est là où en fait tous les problèmes scénaristiques du film se cristallisent. Tu comprends en fait assez peu pourquoi tout d'un coup le personnage principal est amené, et en tout cas ramené dans le récit alors qu'il a quitté cette petite ville. C'est assez grossier la manière dont c'est fait, je trouve. Tu as du mal à acheter en fait ce personnage-là féminin qui va le rejoindre, tout son enjeu vis-à-vis de sa fille qu'on ne verra jamais dans le film. Le personnage est assez mal construit, mais c'était déjà le cas dans Green Room. C'était un personnage quand même qui était caractérisé par son look, cette jeune punkette néo-nazie qui rejoignait le personnage principal. C'est vrai que je te rejoins sur ça, c'est qu'on a l'impression que le film se termine après 1 heure et qu'il le fait revenir de façon maladroite. Mais après, ça c'est parce qu'en fait, en termes d'intrigue, il a jamais été très très bon dans l'intrigue. En revanche, dans la caractérisation des personnages, dans la manière de dilater l'action, là pour le coup, dans ce côté situationnel, le film fonctionne très bien. Après, il y a effectivement ce problème de mécanique d'intrigue où en fait cette logique, tout d'un coup, ces flics sont corrompus, mais à la fin, ils vont quand même, certains vont se racheter. Toute l'intrigue, sous-intrigue autour d'un personnage de flic qui pour le coup ne serait pas Ripou, le Serpico du commissariat, c'est assez téléphoné. En fait, tous les points réellement de bascule d'intrigue sont pas très intéressants, sont plutôt ratés. En revanche, moi, je trouve le spectacle de l'action et de la montée en tension de l'action est assez réjouissant. Et les confrontations entre Don Johnson et Aaron Peer, moi, c'est vraiment quelque chose que j'apprécie beaucoup dans le film. Julien ? Je suis un peu à contre-courant de Manu, mais c'est-à-dire que j'avais espéré qu'on parle de Strange Darling avant. Pourquoi ? Parce que je m'étais dit que c'est un meilleur film que Strange Darling, mais pourtant, moi, il m'intéresse moins. Mais parce que je trouve que le film s'épuise vite. Et là où je suis pas d'accord avec toi, Manu, c'est dans la caractérisation du personnage. C'est-à-dire que au début, je me dis, ok, il est intéressant ce personnage, ce mec à vélo qui murmure tout le temps et qui s'énerve jamais. Mais au bout d'un moment, je me dis, il faut quand même qu'il donne un minimum au public. Enfin, je parle de l'acteur, mais je parle de l'écriture du perso aussi. Effectivement, les scènes avec Johnson sont assez succulentes, mais pour le reste, j'ai l'impression que Ryan Gosling à côté dans Drive, c'est Mr Bean, quoi. Enfin, c'est-à-dire, c'est monolithique tout le temps. Il y a un truc qui, il y a un manque d'émotion qui est assez criant dans le film, et je trouve que c'est ce qui m'épuise et ce qui me permet pas d'être en empathie avec lui, en fait.
Et ça en résulte que malgré les qualités du film, parce que la mise en scène, comme tu me l'as dit, la mise en scène d'action, la sobriété, tout est bien foutu, mais ça ne me passionne pas en tout cas. Moi, l'exposition du film, je l'achète vraiment bien. Ouais. Je trouve que la situation, la mise en situation est vraiment très, très intéressante. Il y a le décorum qui est posé tout de suite, la petite ville. Moi, ça m'a fait penser un peu à Red Rock West ou ce genre de néo-noir qu'on avait dans les années 90. Et après, je trouve que le film, en effet, il y a ce retard de l'action, mais je trouve qu'il devient un peu ronronnant, un peu qui manque de relief comme ça, j'ai un peu tout le temps sur le même registre et sur le même tempo, je trouve, et un peu à l'image de cet acteur qui m'intéresse beaucoup au début et qui m'intéresse de moins en moins en fait au fur et à mesure du film, sauf quand il révèle que c'est un expert de Krav Maga ou un truc dans le style. Jiu-Jitsu. Mais narrativement, c'est pas là que c'est intéressant, c'est la manière dont c'est filmé à ce moment-là. C'est plutôt l'exécution. Oui. Mais après, c'est des scories que tu as dans tous les films de Saulnier. Dans Blue Ruin, tu l'as vraiment. Dans Blue Ruin, tu l'as. Dans Green Room, c'est la même chose. Ça dépend aussi un peu des attentes que tu as vis-à-vis du cinéma de Saulnier. Moi, c'est un cinéaste que j'aime bien. C'est pas un cinéaste qui me passionne. Mais en revanche, je lui reconnais des qualités formelles et j'aime beaucoup cette logique plutôt de ligne claire qu'il appose à son récit, où justement il laisse cette logique de slow burn vraiment faire monter la tension, où l'action passe presque des moments plus par les dialogues et par la manière de les filmer que réellement par l'action pure. Mais d'ailleurs, quand tu parles de slow burn, justement, il y a une certaine lenteur dans l'exécution, même dans l'action. Quand tu parles de cette scène avec les grenades, j'ai remarqué que le personnage principal, il est souvent en fait filmé un peu en plan séquence comme ça. Il va accomplir toute une série d'actions. Par exemple, tu vas le voir passer en dessous de la bagnole, machin. Et il y a une espèce de plaisir assez communicatif d'ailleurs à plusieurs moments du film qu'a Jérémy Saulnier à filmer son héros un peu sans queuter comme ça, à filmer cette espèce de musculature de dos et la manière dont il avance de manière très sûre comme ça. Le personnage, il a un côté très posé et très sûr, et c'est vrai que c'est assez communicatif à certains moments, quoi. Et sachant qu'aprais All the Dark, qui était vraiment un film... Tu l'as pas vu, Oli. Pourtant, je pense que tu apprécies peut-être plus Green Room que moi. Mais le fait que Green Room se passe dans le milieu du punk hardcore, ça aide beaucoup à mon appréciation. Je pense que ton intérêt vient que ça se passe dans le milieu néo-nazi. Mais bon, ça, non, mais c'est entre guillemets après vraiment la grosse déconvenue qui avait été All the Dark. Moi, vraiment, je me demandais comment il allait se relever de ça. C'était vraiment un film qui était imbitable au niveau de sa narration. Je pensais qu'il s'était carrément grillé sur ce film-là, quoi. Tu comprenais pourquoi il aurait atterri sur une plateforme. Là, pour le coup, c'est un film que je trouve qui aurait clairement sa place en salle. Très bien, merci messieurs. Écoutez, je pense qu'on va passer au troisième et dernier film de la soirée, soit Strange Darling. Mon film préféré. So I'm gonna have to ask you a question. Are you a serial killer? What did you just say? Here, kitty, kitty, kitty. You help me, please? Here, kitty, kitty, kitty. Scénariste, producteur, réalisateur, acteur et forain, oui, américain, J.T. Molnar a réalisé un premier long-métrage, Outlaws and Angels, sorti en 2016 aux États-Unis. Un western avec notamment Luke Wilson, qui, à ma connaissance, n'est pas sorti par nos contrées. Strange Darling est donc son deuxième long-métrage, plutôt remarqué, et qui, assez miraculeusement, est arrivé jusqu'aux écrans belges le 18 septembre dernier. Il s'agit d'un genre de thriller qui commence par une course-poursuite. Une jeune femme blonde, tout de rouge vêtue, est poursuivie dans les bois par un homme armé et menaçant, et en plus sous l'influence de stupéfiants. Le reste est assez difficile à pitcher sans spoiler, mais disons que le film est grosso modo un jeu du chat et de la souris, découpé en 6 chapitres et un épilogue qui sont présentés dans un ordre anti-chronologique et qui ménagent un certain nombre de surprises et de retournements de situation. C'est vrai qu'on n'avait jamais vu ça au cinéma, hein. Giovanni Ribisi est un des producteurs et il est aussi directeur de la photographie. Et si vous ne savez pas qui est Giovanni Ribisi, il était acteur chez Sofia Coppola ou chez James Cameron, entre autres. Et il était aussi le frère de Phoebe dans Friends.
Le mec qui aimait bien faire fondre des Oui, trucs. là je vois, tu vois. Chacun sa cinéphilie. Les rôles principaux sont incarnés par Willa Fitzgerald, vu dans l'adaptation de La chute de la maison Usher par Mike Flanagan, et Kyle Gallner, vu dans American Sniper de Clint Eastwood en 2014, et dans plein d'autres petites séries B un peu à droite à gauche depuis. On y retrouve aussi l'ancienne gloire Barbara Hershey, qui était bien sûr dans Bertha Boxcar de Martin Scorsese en 1972, ou Anna et ses sœurs de Woody Allen en 86. Chères auditrices, chers auditeurs, nous risquons très probablement de spoiler ce film. Donc, c'est un film très clinquant, très tape à l'œil. Clinquant, vite fait, hein, la photo est assez moche. Hein. Non, mais aussi très clinquant dans le sens où voilà, le film commence par une course-poursuite. Le film t'affiche en gros des chapitres en disant voilà, ça va être un récit en 6 chapitres et un épisode. C'est affiché sur l'écran. Et ensuite, Non, le premier truc que tu vois, je pense que c'est tourné shot in intégralement. 35 mm. Ouais, oui. Donc tu Tourné vois, en tu vois 35 déjà la référence à la Tarantino, genre un peu le coup de taquet à Tarantino, genre shot in glorious cinémascope ou je ne sais quoi, tu vois, où tu sens que le mec, je suis pas allé regarder, mais je pense que le film est tourné à mon avis en numérique, c'est même pas à mon avis de la. Non, il est tourné en 35 mm. Ah, il est tourné en pellicule. Non, parce que pour moi, j'ai cru déjà que c'était le premier foutage de gueule du film, parce que Manu. je vais pas. Manu, je vais te est-ce que laisser tu vas parler, me mais laisser bon. développer? Non. Là où je dis qu'il est très clinquant, c'est justement par ce genre d'artifice. Voilà, il commence en affichant sur l'écran qu'il est tourné en 35 mm. Ensuite, il te dit qu'il va être en 6 chapitres. Et puis ensuite, on te balance un autre titre en te disant que tu es en train de regarder le chapitre 4 ou le chapitre 3 ou je sais plus. Enfin bon, bref. Voilà, il envoie de l'effet pour envoyer de l'effet. Après, Sans aucun sens du timing aussi. je ne peux pas nier que j'y ai pris un certain plaisir. Ah. Le film m'a très vite irrité, mais je voyais toutes ces choses, je voyais toutes ces références. Enfin, il y a des splits, comment on appelle ça, des doubles focales, voilà, à la De Palma. T'as une scène qui est clairement repompée, ressucée, ou qui est une variation sur la scène de l'oreille coupée de Reservoir Dogs. En gros, exactement la même chose. Le film est aussi énervant que ça. Mais en même temps, je ne peux pas nier que dans la première moitié, en tout cas, j'ai pris un certain plaisir parce que le film, quand même, a un discours relativement... Non, c'est pas qu'il a un discours, c'est qu'il soulève des questions relativement modernes autour, bien sûr, des dominations de genre et des rapports de genre, etc. Ouais, et pour le coup, à la différence du Blanchard, c'est vraiment un truc qui te met bien devant pour cacher la grosse misère et la grosse paresse scénaristique de son film. Parce que là, c'est pour vraiment te dire non, c'était quand même pas un film de merde puisque ça parle de ça. Parce que franchement, mais bon, on en reparlera, mais pour moi, c'est vraiment l'écran de fumée autour du film. Ah oui, complètement, c'est un écran de fumée, tout à fait. N'empêche qu'il y a tout ce début qui se passe dans la bagnole et qui se développe ensuite dans la chambre d'hôtel, où je trouve que c'est quand même relativement bien écrit et relativement bien joué. Dans le développement des rapports de force, je trouve que ça fonctionnait plutôt bien. C'est la seule scène qui est bien écrite du film. Mais pour moi, le problème, c'est que cette scène-là, tu te dis à la fois elle est bien réussie et à la fois elle signe tout l'échec du film. C'est-à-dire toutes les promesses qu'aurait pu être le film et tout ce qu'il aurait pu avoir d'intéressant d'un coup. Cette inversion des rôles où d'un coup, le prédateur qu'on croyait voir dans cette première partie n'est peut-être pas celui qu'on croit, mais quand même son comportement est peut-être discutable, etc. Et toute cette mise en tension qui est dans cette scène-là, qui est effectivement pour moi le seul moment à sauver du film, n'aboutit à rien avant et après. Avant, c'est une catastrophe. C'est le mec enchaîne des situations avec des personnages auxquels tu ne crois jamais. Tu as l'impression qu'il se fout littéralement de toi. Le personnage qui stiffe son rail de coque comme si c'était Lou de Tex Avery à l'arrière d'une bagnole. Tout le timing, la meuf qui se planque dans les bois pour se verser de l'alcool sur l'oreille pendant qu'elle est traquée, puis fumer sa clope, etc. Tu te dis, mais qu'est-ce qu'il est en train de faire? Le registre, c'est quoi? C'est de la tension? C'est vrai, c'est de la parodie. Je suis d'accord avec ça. Après, les justifications, pourquoi le personnage tue, on n'en parlera même pas tellement c'est du foutage de gueule intégral. Tout d'un coup, elle tue par à coup, puis tout d'un coup, elle coupe parce qu'elle en fait, elle voit un petit flash et donc elle
elle est possédée ou elle voit des gens tout d'un coup. Ça varie en fonction de l'humeur du cinéaste. Tout d'un coup, il s'est dit, tiens, peut-être il faut quand même que je lui crée une petite justification pourquoi elle tue. Donc au final, t'as même pas, il aboutit même pas à un beau personnage de monstre féminin. Ce qui pourrait être à la fin le dernier truc qui sauverait le film. Pour moi, c'est vraiment un film catastrophique tout du long. Et quand je disais, moi, c'est le film qui m'a énervé, c'est que effectivement, cette scène-là au milieu du film, qui est aussi la première scène du film, parce que il te met en tension le fait que le personnage pourrait être un tueur en série, qui est les premiers mots qui sont convoqués dans le film, qui sont ce plan sur le personnage principal, pas le personnage masculin principal, dans une séquence de bagnole qui va tout d'un coup être la séquence qui va être étendue tout au long du film. Mais au final, cette inversion des rôles, qu'est-ce qu'elle propose de réellement d'intéressant? Qu'est-ce qu'elle dit d'inversion des rapports de force entre les hommes et les femmes? Qu'est-ce qu'elle dit des rapports de domination? Je trouve que il surfe sur une forme de petite tendance, mais son discours est absolument pas articulé. Le problème, c'est quand tu t'avances sur ce terrain-là, tu as intérêt à être sacrément articulé, à avoir une belle colonne vertébrale. Le film, pour le coup, c'est vraiment un film qui avance par effet de manche. On parlait de films on a 2 films au programme qui sont des films qui avancent droit. Là, le film fait des circonvolutions pour accoucher d'une souris. Même pas d'une souris, c'est pour ça que je disais qu'il ne produit pas de réflexion, ce film, il ne fait que soulever des questions. Ce qui est toujours particulier avec ce genre d'exercice, c'est que t'as quelqu'un qui le déteste tellement que t'en viens à pratiquement défendre les maigres qualités que tu as trouvées au film, alors que en fait je m'en fous un peu aussi. Mais bon, si je me fais l'avocat du diable, je suis un peu comme toi, Oli. J'ai oscillé tout le film entre une certaine jubilation, parce que j'ai trouvé qu'il y avait quand même des petits moments smart qui m'attrapaient, et un agacement, ça c'est clair. Il y a un agacement de l'artificialité. Tu t'es pas posé des la effets. question du registre, par exemple, avant, Non. par exemple, que cette scène la scène la plus réussie de la chambre, de la voiture, se déroule, qui est la scène qui étend un peu le récit, tout ce qui amène à ça, toute la course-poursuite entre les 2 personnages, tu t'es pas posé la question du registre? Il cherche à me créer de la tension, ou c'est complètement, les personnages ont des comportements complètement what the fuck? Je me suis clairement posé la question pour quelque chose que tu as souligné, qui était pourquoi s'arrête-t-elle se fumer une clope alors qu'elle est poursuivie par un serial killer supposé? C'est clair, mais le fait que finalement les chapitres se révèlent antichronologiques et qu'on apprend ensuite que en fait c'est elle la grande tueuse, fait que rétrospectivement je comprends son comportement qui était peut-être pas dans l'inhibition et la peur. Je sais pas, je me suis pas posé la question des registres parce que j'ai l'impression que j'aime bien qu'on mélange les registres, mais pour moi le problème, c'est pas un problème sur quel registre tu as, mais il faut arriver à les passer, il faut arriver à les faire comprendre, il faut arriver le tempo soit juste. Pour moi, j'ai tout le temps l'impression d'un mec qui joue une mélodie, mais totalement tout le temps à côté du tempo dans lequel il doit le jouer. Il est complètement tout le temps à côté, quoi, tu vois. En tout cas, il y va à la truelle, ça on est d'accord. Et tu sais, moi j'ai pensé à un film que vous aviez détesté et moi que j'avais essayé de sauver, mais j'étais en vocal. C'était Lars von Trier, The House That Jack Built. Ah bah oui. Ça m'a fait penser à ça, surtout au début. À ça. Justement, toute cette espèce de mise en scène de tueur ou de tueuse comme un moyen d'art, ou en tout cas l'artificialité qu'il y avait dans le film. Mais je trouvais que c'était mieux chez Lars von Trier. Bon, en tout cas, ici, ouais, je suis à la fois fatigué des manipulations du scénario et à la fois, il y a des trucs que je trouve pas mal trouvés. Et effectivement, le film dégage quand même un charme un peu... j'ai trouvé, Manu, sexy, cool, qui te donne envie un petit peu d'en savoir plus. Et en même temps, tu te dis, c'est dommage parce qu'au final, effectivement, ça n'accouche pas de grand-chose. Déjà, je trouve en fait ringard, le mec fait du sous-Tarantino, alors que tu avais l'impression que ce genre-là avait déjà disparu depuis au moins 10 ans, quoi, tu vois. Dans son type de narration, déjà, tu as un côté un peu ringard de ce genre d'effet de manche que le film propose. Et en plus, chez Tarantino... J'ai envie de dire, la manière de effectivement pouvoir raconter sa narration en chapitres, des fois de jouer effectivement une logique antichronologique dans les chapitres, elle est impactante. Là, tu te dis, c'est juste pour faire ton petit effet. Ah, tu croyais que tu étais à cet endroit, je suis à d'autres endroits. Mais en fait, quand tu reviens au chapitre d'avant, ça t'apporte pas un sens plus profond, parce qu'en fait, tout ne s'articule qu'autour de cette scène du motel. Quand tu reviens, mais ça, c'est la scène pivot. Quand tu reviens chez le couple de vieux montagnards,
c'est du foutage de gueule intégral. Là, tu passes 5 minutes sur les mecs qui se. On dit que le film est appuyé, mais alors ce moment-là, il est particulièrement gratiné. 2 minutes sur le mec qui vont te cuisiner des repas de merde, qui faut leur mot fléché. Oh, il est pas l'air si merdique que ça, le repas. Moi, je l'achète. Hein. Non, tu bouffes pas ça, à mon avis. Mais vraiment, t'as une hygiène de merde. Ça doit m'impacter quand ils meurent, ces gens-là, ou j'en ai rien à foutre, en fait. Tu vois, non, mais il y a un truc bizarre dans l'humour de ce film, quand même. Ouais. L'humour est très bizarre. Bah, l'humour est pas drôle. L'humour n'est pas Moi, drôle. c'est un humour qui m'a fait penser à un autre film dont on a aussi parlé, qui était, comment il s'appelle, Midsommar. Hein. C'est une espèce de. Non, c'est pas comme dans Midsommar. Pour les montagnards, ce jeu un peu appuyé, je crois qu'il y avait de l'humour dans Midsommar. Mais non, mais il y a ce jeu un peu appuyé de on est bizarre et on fait sans. Tu vois, on ne se comporte pas normalement. C'est ça que je reconnais chez les montagnards. Ouais, mais là, c'est une version montagnard à la Will Ferrell, sauf que t'es pas dans un film à la Will Ferrell, quoi. Je veux dire, c'est. Pourquoi il y a un puzzle, enfin, pourquoi il y a ce petit déj, pourquoi il y a ce puzzle avec Scott Baio dessus, enfin, je veux dire, c'est quoi cet humour bizarre? C'est vraiment space, quoi. Après, en tout cas, sur la violence, moi j'ai trouvé qu'il y avait une espèce de complaisance un peu mal foutue parfois, parce que tu parlais de sous Tarantino ou de tarantinade. Notamment la scène de l'agonie, de la mort de cette femme à la fin. Bon, déjà, je comprends absolument pas pourquoi elle essayait encore de tuer cette pauvre femme qu'il a. Mais si, parce qu'elle a un flash, parce que tout d'un coup, à une demi-heure avant la fin du récit, le mec s'est dit je vais lui créer une motivation. Quand il y aura une petite frame qui va sauter dans le plan, c'est parce qu'elle voit tout d'un coup quelque chose chez les gens. Ça ne marche pas. Il y a une malédiction. Et donc, c'est ça qui la pousse à tuer. Ça qui ne n'a pas marche du tout pas. été amené depuis le début du film. Et là, tu dis. Tu es pas en train de te foutre de ma gueule. Et c'est vrai qu'il y a un plan très long de son agonie pour finir en noir et blanc dans la voiture où elle meurt et je me dis oh là là. Non mais là ça pose un plan. Tu vois, pour moi j'ai pas le même problème que toi. Le problème que j'ai là par rapport, c'est que, et d'ailleurs quand je suis sorti de la salle, il y avait des filles, des nanas qui avaient vu le film ensemble et qui qui avaient l'air d'avoir kiffé ce personnage, tu vois, l'encenser ou le glorifier, tu vois, ou un peu le trouver super cool, tu vois, un peu comme certaines personnes pouvaient trouver le Joker super cool quand le Joker est sorti, quoi. Et je me suis dit, est-ce que vraiment je dois être en empathie et avoir une espèce de glorification de ce personnage-là? C'est là aussi le film il est pas clair et il est pas net. Tu vois ce que je veux dire? Le réalisateur. Ouais, c'est en ça que je reviens avec Lars von Trier parce que c'était aussi le même problème. Il y avait une espèce de fascination pour cet homme qui tuait sans vergogne. Non, mais tu vois, c'est le problème que j'ai avec le film, c'est que je me dis à un moment quand il y a cette logique de où se place le point de bascule dans à quel moment quel personnage est le prédateur, tu vois, ce mec qui croit bien faire, mais à quel moment en fait il n'est pas dans une logique de prédation vis-à-vis de cette meuf, mais il joue tellement d'effets de manche, d'inversion, qu'à un moment ça annule tout discours à mon sens, qui pourrait être intéressant, parce que pour le coup je pense qu'il y a quelque chose d'intéressant à faire autour de ça. Il y avait quelque chose, il y a un film à creuser, mais que le film ne fait pas du tout ça dans cette logique-là. Quand j'ai vu que pour le coup ça n'aboutissait à rien, je me dis au moins il va m'offrir un beau monstre de cinéma dans ce personnage-là, et ça va, pour le coup, pour le côté empowerment féminin, il sera du côté d'avoir un super beau personnage de monstre, tu vois, qui n'arrive pas à gérer ses pulsions, etc. Et ça sera un beau personnage de monstre de cinéma, comme on s'en rappelle. Moi, ce personnage, il m'intéresse pas, je m'en rappellerai pas, tu vois. Donc, c'est même là, je me dis que même dans ce petit aspect-là, il n'y a rien à sauver du film. Vraiment, pour moi, j'ai vraiment passé une séance épouvantable parce que je me suis dit, les seuls moments où on me dit, tiens, il va peut-être développer un truc, il n'y arrive pas, donc il va peut-être partir sur ça. Et en fait, il n'y a rien qui se construit dans le film. C'est juste un film très, très irritant, qui se croit, à mon avis, qui se croit très, 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 très malin, mais qui est franchement pas du tout. Et je comprends pas du tout la hype. Après, bon, il y a la hype de Stephen King, il y a la hype de Matt Flanagan, mais il y a aussi la hype du clipper de Britney Spears. Donc voilà, je pense qu'on situe un peu le grand écart. Après, je pense que comme l'a dit Oli, c'est un film, j'ai l'impression qui plaît et qui va beaucoup plaire aux gens qui ont 18, 20 ans et qui se disent waouh, c'est une lecture ou une manière de faire que je n'ai jamais vue. On n'achète pas, mais je crois. C'est possible. Mais plus ou moins que le film d'Inoxtag, Julien Rambaud. Il passe ce soir sur Typique, j'ai enregistré, je suis quand même curieux de jeter un œil. Et le Joker 2 arrive avec Lady Gaga, les amis.
Bon, messieurs, sur ces réjouissances cinéphiles à venir, nous allons sans plus tarder passer au boomer. conseil. Écoute, pourrieux, pour moi tu n'es qu'une merde de chien qui s'étale sur un trottoir. Et tu sais ce qu'on fait d'une merde de ce genre? On peut l'enlever soigneusement avec une pelle, on peut laisser la pluie et le vent la balayer, ou bien on peut l'écraser. Alors si tu veux un conseil d'ami, choisis bien l'endroit où on te chiera. Chères auditrices, chers auditeurs, nous allons passer maintenant au conseil et j'en profite pour vous rappeler que nous sommes écoutables sur YouTube, sur notre chaîne YouTube bien sûr, puis sur toutes les applications de podcast, Spotify, Acast, Podcast Addict, Google Podcast, Apple, je sais pas quoi, Apple Podcast, sans doute. Et nous avons aussi notre site transmissionlepodcast.com. Suivez-nous sur les réseaux Instagram, Facebook. Julien Rambaud est très actif sur Instagram et il renvoie toutes les publications de transmission. Julien Rambaud, as-tu un conseil? Je vais faire des stories de malheur. Mais j'ai un conseil, mais je vois qu'il se finit le 5 du 10. Est-ce que c'est encore intéressant de le dire ou pas? Oui, vas-y, okay. Balance. Écoutez, oui, pour les Bruxelloises et Bruxellois, il y a une rétrospective Nicolas Cage à la Cinémathèque Flagey qu'ils ont appelé Nicolas Cage The Greatest Hits. Et vous avez parlé de Longlegs il n'y a pas très longtemps. C'est pas le film à voir de Nicolas Cage. J'ai toujours trouvé. Il est vachement bien dedans. Je sais pas ce que tu as à dire dessus. Il est un petit peu en roue libre. J'ai toujours trouvé que c'était un acteur qui pouvait être épouvantable. Je crois, s'il est mal dirigé, et plutôt très très bon dans certains films. En tout cas, c'est l'occasion de revoir Living Las Vegas, Sailor et Lula ou Arizona Junior par exemple, où je trouve qu'il est plutôt bon. Manu, quel est ton conseil? Eh ben moi, je vais vous conseiller Ryan, qui est pas Ran, Ryan, la dernière réalisation de la superstar du cinéma tamoul Dhanush. Donc on en avait parlé peut-être en tout début d'année avec Capitaine Miller. Là, il est devant la caméra et derrière la caméra. C'est une sorte de film très compliqué à résumer, comme beaucoup de films indiens, Olivier. En tout cas, si le film pêche par moments par une accumulation de sous-intrigues autour de son personnage principal, qui est une sorte de frère protecteur interprété par Dhanush, qui protège sa fratrie, ses deux frères et sa sœur, avec qui il a un lien plus particulier. C'est un film qui se révèle d'une radicalité assez dingue dans ses accès de violence, notamment dans le dernier tiers du récit, avec par exemple une séquence musicale qui finit en bain de sang, d'une violence assez tétanisante et qui fait presque basculer le récit dans une toute autre dimension. Donc si vous avez raté le film lors de sa sortie en salle en tout début d'été, je crois que c'était une semaine d'exploitation au Kinépolis, vous pouvez le rattraper, le film en ce moment sur Apple TV. Merci Manu. En fait, on va créer une rubrique spéciale pour toi où tu vas parler de cinéma indien. Ça serait pas mal, on va faire un beau jingle pour toi Manu. Très bien, eh bien moi je vous conseillerais juste d'aller au Festival du film de Gand du 9 au 20 octobre. Il y a tout plein de films alléchants qui seront projetés en avant-première. Il y aura La Palme d'Or, Anora de Sean Baker, il y aura Blitz de Steve McQueen, il y aura Mal d'Aurore de Fabrice Drouet, il y aura Bird de Andrea Arnold, entre autres. Il y a plein de films très attendus des mois et des semaines qui viennent, qui passeront donc au Festival international du film de Gand et on ira en voir certains. Merci beaucoup Manu. Merci Olivier, merci Julien. Merci beaucoup Julien. Merci les gars et à la prochaine. Et merci beaucoup, chères auditrices, chers auditeurs, de nous avoir suivis. Nous sommes donc Transmission et nous reviendrons d'ici quelques semaines, quelques mois. Allez au cinéma, il y a un chouette film belge. Merci, au revoir.